Maison d'arrêt de Fleury-Mérogis, janvier 2006. La plus grande prison d'Europe. 6000 détenus en moyenne y séjournent. Il faudrait dire 6000 détenus y croupissent. À maintes reprises, cet établissement pénitentiaire a été montré du doigt pour ses conditions de détention inhumaines. Au cœur de cet enfer carcéral depuis 16 mois, un homme subit quotidiennement les pires humiliations. Le harcèlement des gardiens et des prisonniers, les brimades, les maltraitances. Sans compter les railleries sur sa méconnaissance de la langue française. Que voulez-vous? C'est un Allemand, un Boche, comme on dit en France. Cet homme, ce criminel gardé dans le quartier de haute sécurité s'appelle Hammer, le docteur Hammer. Hammer, ça signifie marteau. Docteur Marteau. Encore une occasion de se moquer de lui. Dans quelques mois, en mai 2006, il aura 71 ans. Son crime, celui pour lequel il est juste et normal qu'il paye, est d'avoir par ses écrits incité à l'exercice illégal de la médecine. C'est en tout cas ce qui est écrit sur l'ordonnance de son jugement. En réalité, sa faute, c'est d'avoir déclaré que le cancer pouvait être guéri et non combattu. Le problème, c'est qu'il l'a prouvé scientifiquement. Sa folie, car il faut être marteau pour faire ça, c'est d'avoir conseillé à ses patients cancéreux d'arrêter toute chimiothérapie, toute radiothérapie, toute chirurgie pour combattre leur terrible maladie. Un autre problème, c'est qu'il les a pratiquement tous guéris. Son inconscience, c'est d'avoir tenu tête à tout l'establishment scientifique et au lobby médico-pharmaceutique. Un autre problème encore, c'est qu'il a expliqué à lui seul ce que des milliers de chercheurs n'avaient pas réussi à démêler, malgré les milliards de dollars investis dans la recherche médicale. Depuis 1981, depuis 25 ans, envers et contre tout. Envers et contre tous. Einer gegen alle, comme il le dit dans son autobiographie publiée en 2004, juste avant d'entrer en prison. Seul contre tous. Seul contre tous, et pourtant. Pendant l'hiver 2005-2006, 3 femmes ont installé leur caravane à l'entrée de sa prison, distribuant chaque matin des tracts aux gardiens et aux surveillants de Fleury-Mérogis. De temps en temps, elles retournaient en plein cœur de Paris, tentant de réveiller les consciences endormies. Mais comment le sort d'un dangereux charlatan pourrait-il intéresser le monde? La justice a fait son travail, dégagé, il n'y a plus rien à voir. Seul contre tous, et pourtant. En 18 mois, entre septembre 2004 et février 2006, date de sa libération, plusieurs milliers de lettres de témoignages, de soutien et de protestation ont été envoyées à de nombreux dirigeants et hommes politiques, en particulier français et allemands. Seul contre tous, et pourtant. Un peu partout en France, en Italie, en Espagne, en Allemagne, des manifestations de soutien se sont organisées en faveur des travaux du docteur Hammer et de sa libération. Comme ici, à Tübingen, une ville allemande de Haute-Bavière, située un peu au sud de Stuttgart. Manifestation pacifique qui veut protester contre un pouvoir scientifique nimbé de son arrogante certitude. Manifestation bon enfant
qui contraste avec l'extrême violence des faits qui perdurent depuis 25 ans en toute impunité. Ce jour-là, ils étaient venus de toute l'Allemagne, d'Autriche, de Suisse, d'Italie, de France, pour manifester aux portes de la faculté de médecine de l'université de Tübingen. Parmi les manifestants, des médecins, des homéopathes, des naturopathes, des psychothérapeutes, mais aussi beaucoup de patients qui se sont guéris naturellement de leur cancer grâce aux travaux du docteur Hammer. Ici et là, des pères et des mères de famille réclamant la liberté de choix thérapeutique pour eux et pour leurs enfants. Leurs revendications, la reconnaissance officielle de la médecine nouvelle germanique, la théorie issue des travaux du docteur Hammer. Ce n'est pas la première fois que dans l'histoire, un scientifique est persécuté parce qu'il défend des théories qui bouleversent les croyances et les intérêts de son époque. Pour nombre de ses sympathisants, l'affaire Hammer leur rappelle furieusement une autre affaire qui a longtemps résonné dans les esprits épris de vérité et de liberté. C'était en 1633, 350 ans avant l'affaire Hammer. Celui qui fut condamné s'appelait Galileo Galilei. À cette époque, la conception de l'univers était fondée sur la philosophie naturelle d'Aristote qui mettait la planète Terre au centre du monde. C'était au IVe siècle avant Jésus-Christ. Plus tard, Ptolémée avait proposé au IIe siècle après Jésus-Christ un modèle géocentrique du système solaire. Ce modèle fut accepté comme référence dans les mondes occidentaux et arabes pendant plus de 1400 ans. Il expliquait même, grâce à un modèle très compliqué, pourquoi la plupart des planètes avaient des mouvements apparemment rétrogrades. Cette vision géocentrique était soutenue par le clergé de Rome comme étant la seule compatible avec la foi chrétienne. De toute façon, le Concile de Trente avait décrété autour des années 1550 que l'interprétation des résultats scientifiques incombait à l'Église seule. D'ailleurs, le pape avait attribué à la plus célèbre université de l'époque, le Collège romain, dirigé par les jésuites, le monopole des interprétations scientifiques. Pourtant, cette approche géocentrique collait de moins en moins à la réalité des observations qui se faisaient de plus en plus nombreuses. Parmi celles-ci, le mouvement des taches solaires, les phases de la Lune et de Vénus, l'observation des satellites de Jupiter, tout cela n'entrait plus en compatibilité avec la théorie du géocentrisme. À la même époque que le Concile de Trente, Copernic, à la fois chanoine, médecin et astronome polonais, avait proposé un modèle héliocentrique du système solaire. Ce modèle avait l'énorme avantage de simplifier de beaucoup les explications relatives au mouvement apparent des planètes. Mais Copernic avait eu la prudence de ne publier ses travaux que sur son lit de mort, bien conscient que ses conclusions scientifiques subiraient l'opposition farouche du pouvoir religieux et scientifique en place. Rome ne s'y était pas trompée en acceptant seulement sa théorie comme hypothèse de travail et non comme vérité scientifiquement établie. 60 ans après, Kepler, un astronome allemand de la région de Stuttgart, étudia et confirma la théorie héliocentrique de Copernic. Pour lui, non seulement les planètes tournaient autour du Soleil, mais il calcula que leur trajectoire n'était pas circulaire, mais légèrement elliptique. Les lois de Kepler étaient tellement précises que plus tard, elles servirent de base aux théories de Newton sur la gravitation universelle, théorie toujours valable au XXIe siècle.